quand il y a un régime en place, quelle que soit sa force, il finit toujours par trembler lorsqu'il y a une forte opposition. À l'instar du Sénégal, lorsqu'il y a une grande mobilisation, à l'instar du Sénégal, à l'instar des pays du Sahel. Mais, au Cameroun, on se rend compte que, après des mobilisations, ou alors après les opposants de l'UPC, qui étaient véritablement charismatiques, il devient de plus en plus difficile d'en trouver ceux qui ne sont pas dans la mangeoire et qui défendent les intérêts de la clique des Toudi. Les opposants, de plus en plus, sont devenus des caméléons, des espions qui savent se mouvoir dans l'opposition pour plutôt recueillir des informations afin de faire que Paul Biya soit toujours au pouvoir. Alors que nous sommes en train de cheminer pour l'élection présidentielle de 2025, comme d'habitude, l'opposition, dans ses rangs, c'est la désunion, où chacun veut jouer au patron, où chacun veut donner des leçons, où chacun veut montrer que c'est lui qui, parce qu'il peut avoir quelques élus, soit à l'Assemblée, soit peut-être au niveau des mairies, il peut avoir la garantie d'être le meilleur opposant à Paul Biya. Sauf que ça fait plus de 40 ans que ça dure et que ça n'a jamais marché. La seule fois que ça avait failli marcher, c'est bel et bien avec Fondi. Au cours de l'élection 92, où les opposants, conscients qu'il avait le charisme, qu'il avait la foule, et qu'il avait le slogan qui y allait, pouvaient s'aligner derrière lui. Il avait d'ailleurs récolté plus de 35%, et d'ailleurs, n'eût été la présence d'André Tchoundi, il aurait battu Paul Biya. Le régime a donc été obligé de faire le forceps pour aller fabriquer des faux résultats. Mais entre-temps, quand on arrive à l'élection présidentielle, chacun se tape la poitrine qu'il a eu 0,01%. L'autre dit j'ai été candidat, j'ai eu 0,02%. L'autre dit j'ai été ceci et cela, j'ai eu la même note que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, à l'estique, c'est-à-dire j'ai eu moins 2% ou alors j'ai eu 1% quand je suis formidable. Et un autre va vous dire que non, attendez, j'ai quand même eu plus de 5%. Vous savez que chez nous, c'est à peu près comme ce que les Français disaient dans les Jeux Olympiques, l'essentiel c'est de participer. Moi j'ai participé. Bref, aujourd'hui, il n'y a donc pas l'opposition qui est née, puisque d'ailleurs cette opposition est beaucoup plus faite pour rejoindre les rangs du RDPC. Jean-Michel Nitier, transfuge du SDF, a donc voulu monter une plateforme qui ne suscite pas beaucoup d'adhésion, mais plutôt beaucoup de critiques, puisque au Cameroun, les opposants préfèrent s'opposer aux opposants. Et du coup, ça ne prend pas. Quand on voit les grands enjeux, ceux-là qui sont donc allés à l'Assemblée, en nous disant qu'ils étaient républicains, ils ne parviennent pas à parler au peuple. Ils ne parviennent pas à prendre des grandes décisions. Non. Ceux-là plutôt vont vous dire que non. Les autres, ce sont les ethnofascistes, les autres, ce sont les machins. Nous, on est, nous. Voilà donc cette opposition. Cette opposition qui n'a rien à voir avec celle d'avant. Le pays s'inspirait du Cameroun par rapport à ses forces vives, par rapport à ces gens qui voulaient travailler pour le peuple.
par rapport à ces femmes qui étaient déjà même courageuses pour s'opposer à l'oppresseur. Aujourd'hui, on va vous dire, certains vont se présenter comme étant trop jeunes. Ah, de toutes les façons, Matomba rêve aussi de devenir président. Et il y aura encore d'autres qui auront peut-être même 44 ans ou 42 ans qui vont vous dire qu'ils sont tellement jeunes qu'ils se plaisent à dire qu'avoir 1% à l'élection ou 5%, c'est beaucoup. Donc, ils peuvent encore continuer à postuler. Problème, ils oublient qu'en prenant les exemples de Macron, on avait déjà des gens qui avaient des convictions. André Marimbida était là, il était jeune. Sait-on qu'il a été le premier chef du gouvernement du Cameroun? Avait-il l'âge de Macron? Bien plus. Aujourd'hui, dans le paysage politique camerounais, on ne trouve même plus de femmes. Quelques-unes parfois font des petites sorties. Mais pas une qui peut mobiliser. Mobiliser. Parce que les femmes sont capables de le faire. En 1964, alors que le régime était plus dur que celui de maintenant, c'est une femme qui s'était levée. Son mari était en prison, André Marimbida. Marguerite Bida, son épouse, s'était levée en 1964. Elle avait 36 ans, mère de 4 enfants. Et derrière un parti, parce que Aïdjo avait enfermé, emprisonné, quand les gens aujourd'hui disent qu'ils sont des opposants, quels sont ces opposants qui n'ont jamais été arrêtés? En dictature, on arrête des opposants. Les gens qui ne sont pas arrêtés là sont des partisans. Ce sont des complices. Les vrais opposants dans le régime Aïdjo ont tous été arrêtés. Ont tous été persécutés. Ceux qui vous disent là qu'ils sont des opposants, fuyez-les. Parce que je vous dis qu'André Marimbida lui-même avait été condamné. Je vous dis, il était Premier ministre, il a été condamné à 3 ans de prison. Son épouse s'est mise à la tête du PDC quand tous les autres opposants étaient en exil, étaient à tel ou tel endroit. Elle a dit, je vais affronter. Et aux législatives, le peuple camerounais avait constaté qu'elle avait gagné. Le peuple camerounais lui a fait confiance. C'est dit bien, elle avait 36 ans. Une femme. Aïdjo avait dit 0. Je n'accepte pas le résultat. Le peuple camerounais était descendu dans la rue. Ce que les Sénégalais font aujourd'hui, ce que les Burkinabés font, ce que les Maliens font, les vrais opposants camerounais le faisaient ça déjà longtemps. Et c'est une femme, comme je vous le dis là, qui avait réussi à mettre de la pression. Aïdjo était d'ailleurs obligé de faire une élection en 1965, de reprogrammer notre élection, parce qu'il avait échoué. Quand le peuple se met debout, Aïdjo avait arrêté des gens en mettant, les jeunes étaient debout. Il a dit, je vous envoie à Tcholéré. Ils ont dit, envoie-nous dans les prisons qui étaient comme Guantanamo. Il y avait Mantoum, des prisons incroyables. Mais ces jeunes-là étaient vaillants, ils s'acceptaient. Ils disaient, ça va changer. Moi, aujourd'hui, les jeunes opposants font quoi? Voilà le prix du carburant qui a augmenté. Voilà les denrées alimentaires. Celui-là, il vient faire un petit discours tout mou. Et il s'en va calmement. Ils ont dit que c'est le dialogue national qui allait faire ceci et cela, qui allait calmer la guerre au Nozo. Voilà un Kambé. On a tué. Où il y a les explosions. Qu'est-ce que les opposants ont fait? Rien. Leur seule mission, c'est maintenant, comme j'ai dit, s'opposer à Maurice Kamto. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Voici les députés. On peut être du parti au pouvoir
dans la mangeoire. Mes chers députés, ayez pitié de ce peuple. Ayez pitié de l'avenir de ce pays. À l'instar de Atana Clément, un mendiant qu'on a désigné président, ma chère, tu es président de la Cour constitutionnelle. Vous au moins vous êtes à l'Assemblée. Incapable de dire la vérité. Admirez la valeur du peuple sénégalais. Admirez le courage des élus sénégalais. Ce n'est pas ce que vous vous dites là que vous êtes des élus. Devant Macky Sall. Regardez. Je vais vous mettre ça. Chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc je terminerai mon propos par lancer un appel à M. le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Le Sénégal en vaut la peine. Et vous méritez mieux que cela. Je vous remercie. Chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos. Pour permettre... Vous avez donc compris? S'ils ont accepté d'aller au dialogue national, on a demandé au Cameroun un dialogue national inclusif. Ça n'a pas été fait. Certains sont allés dans ce dialogue-là. Mais la guerre se poursuit. Ces opposants doivent être comptables de ce qui est arrivé, de cette fumisterie organisée par Paul Biya. Ils ne peuvent donc pas dire qu'ils peuvent défendre les intérêts du peuple alors que, ayant été élus, ayant été au dialogue national, ils n'ont pas réussi à éteindre l'incendie. C'est pour ça que, alors que les autres sont en train de se préparer pour les présidentielles, alors que le RDPC est en train de se préparer, je vais demander à ce peuple camerounais d'être attentif à ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas être un opposant sans avoir fait des sacrifices. Si quelqu'un n'a pas été arrêté, si quelqu'un n'a pas été torturé, qu'il ne vous dise pas qu'il a le meilleur parti politique. Beaucoup de gens ont perdu parfois leur vie. Des jeunes. Des partis que le régime n'aimait pas. Des partis que le régime combattait. Comment voulez-vous ne pas voir la vérité? Si vous voyez que dans un parti, ni le chef, ni son adjoint, ni son secrétaire, ni personne ne sont inquiétés, ils ne sont pas opposants. Certains militants n'ont pas pris des armes, et même sympathisants. Leur seule faute, c'est d'avoir voulu participer à une manifestation pacifique, le 22 septembre 2020. Ils ont été jetés en prison.
Ils ont été torturés. Certains sont morts. Pour vous. Pour moi. Mais aujourd'hui, certains mangent calmement avec le régime. Mais vous les prenez comme des opposants. Vous connaissez ce jeune qui était attaché sur un lit d'hôpital, qui a été condamné à 2 ans de prison par le tribunal militaire de Douala et qui est sorti. Étant là-bas, ayant souffert le martyre, ses membres ne bougeaient plus. Ni les pieds, ni les mains. Il a perdu la motricité de tous ses membres. Il a tenté de rejoindre Bafoussam parce qu'il n'avait même pas de moyens pour se faire soigner à l'hôpital. On le voyait mourir là, mais on ne lui a pas donné des soins. Il n'avait rien fait. Sa famille n'était rien. Et le voilà qui est mort comme un rat. Et certains jeunes se moquent de lui. En l'honneur de Kwam Tatuemu Adolphe, victime de la dictature de Paul Biya. Héros, martyr. Et parce qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il faut célébrer ceux qui ont le courage et non ceux qui sont dans des chambres en attendant que d'autres aillent se livrer, se sacrifier pour eux. En l'honneur d'Adolphe, de sa famille nucléaire, de sa famille politique, le MRC, observons une minute de silence qui également s'adresse à d'autres héros. Ceux de l'UPC, ceux de la vraie opposition, ceux dont on ne veut pas voir des noms, ceux qu'on veut rapidement oublier et que nous avons le devoir de célébrer pour qu'à jamais il soit enseigné dans l'histoire de notre nation, dans l'histoire de la libération. Une minute pour Adolphe Kwam Tatuemu. Ceci est juste un symbole de vie. Nul n'est éternel. Ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont laissé mourir, le payeront tôt ou tard. Ils n'ont qu'à regarder Adolf Hitler, Mussolini, ou même à côté de nous, la famille Mobutu. Que sont-ils devenus? Nul n'est éternel. Vous qui menacez les gens que vous allez les tuer, même les microbes finiront par vous tuer. Vous qui croyez être en sécurité, ce qui est arrivé à Ali Bongo peut vous arriver demain ou après-demain. Ceux qui croient qu'ils sont là pour l'éternité
qui se disent que même Houphouët-Boigny est mort, Mugabe est mort. Mais ceux qui aiment Paul Biya doivent lui dire, grand-père, va te reposer, au lieu d'être humilié. Demain, il se fera tard et on vous dira interdit de pleurer. Vous ne direz pas que c'est un grand-père. Un dictateur, un sanguinaire, il n'y a pas de pitié. La seule pitié, c'est s'il lève le pied et s'il veut laisser le pays se réorganiser après tous les péchés et après tout ce qu'il a eu à commis comme destruction. Destruction d'une jeunesse sans espoir. D'une jeunesse plongée dans l'alcool. D'une jeunesse sans mémoire. D'une jeunesse qui ne sait danser que l'ombolin. D'une jeunesse qui ne voit que l'avenir dans des loges ou dans la marche arrière. Nous sommes arrivés au terme de ce régime. Et la jeunesse doit prendre ses responsabilités en se disant, au moins pour la mémoire des autres, nous n'allons plus accepter que Paul Biya continue à faire que nous soyons la risée du monde entier. Nous n'allons pas accepter que dès que nous sommes à l'étranger, on nous parle de votre vieux papier là. Taisez-vous. Votre Mbargangele, taisez-vous. Votre Niat Ndjifendi, taisez-vous. Votre Kabaye Yege Dibril, taisez-vous. Un homme, est-ce celui-là qui sait se libérer? Un homme, excusez-moi du langage populacier, doit avoir des couilles. Si nous n'avons pas de couilles pour pouvoir le faire, nous sommes tout simplement dans un continent de morts vivants, de néants, un continent de fiévreux, de paludéens, un continent de gens qui ne valent rien et qui veulent tout simplement faire du bruit comme des arbres. Si haut ou en bas, il n'y a que des perdus. Pendant que certains sont en train de chanter à l'unisson, nouveau mandat pour Paul Biya, ils ne se posent même pas de questions sur qui dirige le Cameroun. Paul Biya a-t-il encore la main? Qu'est-il devenu? Que décide-t-il? Lui, certes, il y a encore une coquille là. Certes, il peut avoir 3 heures de lucidité par jour, mais au regard de son état de santé, de son âge, l'homme est affaibli. On ne peut pas continuer à répéter cela. On ne peut pas espérer que Paul Biya vive plus longtemps qu'Adam, qu'Abraham. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas continuer à gober des choses que sa famille est spécialiste à des durées de vie indéterminées. Puisque nous savons très bien qu'un de ses grands frères était mort à 56 ans. Puisque nous savons bien évidemment que même s'il devait vivre si longtemps, il finira par mourir. Mais entre-temps, où va le pays? Le Cameroun, depuis février 2019, est dirigé par procuration. Et la procuration est donnée à un secrétaire général à la présidence, ministre d'État, qui n'a jamais été élu. Ngongo. Et Ngongo prend des décisions qui mettent à mal le Cameroun, puisque c'est en son nom. C'est pour ces pions. On a encore pu voir des nominations, que ce soit à Côte-Côte, à la Sonara, que ce soit dans toutes les entreprises, on voit la même mise d'un Ngongo qui bénéficie, bien sûr, de l'immunité de celle qui est le chef d'État, à savoir Chantal Biya.
Ngongo peut donc se permettre aujourd'hui d'écrire tout et même de couper les racines à ceux qui soutenaient Paul Biya. Aujourd'hui, alors que tout un chacun sait que dans les moments difficiles, que ce soit au niveau des dettes, que ce soit au niveau de certaines guerres, eh bien Paul Biya a souvent bénéficié de ce qu'on peut appeler l'appui de la France. Depuis un certain temps, que Ferdinand Ngongo a la main, toutes les décisions qui avaient été prises par Paul Biya avant sont pratiquement démontées. On ne comprend plus rien. Pourquoi ce volte-face? Certains se disent que bon, en fait, il est devenu peut-être très panafricaniste, alors qu'en même temps, il ne fait que recevoir l'ambassadeur de France, sans oublier que aujourd'hui, il y a certaines choses que Paul Biya ne peut pas faire, ne serait-ce qu'au niveau de sa sécurité. On ne demande pas à un chef d'État de tout décider. Mais il y a des décisions, lorsqu'il prend et il fait l'inverse, on se pose des questions. Des questions, par exemple, par rapport à ce qu'on vous a montré à la télé, pour la construction des péages automatiques. Nous étions le 24 avril 2019, lorsque on nous annonçait que Paul Biya a décidé de faire construire ces autoroutes, enfin, ces péages, puisqu'au Cameroun, on construit quand même les autoroutes, on construit les péages avant les autoroutes. On nous disait que c'est une entreprise qu'on appelait Tolcam, qui est une entité d'une autre grosse entreprise française qui allait construire ces autoroutes. Bref, le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, qui est aussi devenu, entre-temps, un bébé de Ngongo, un élément de Ngongo, un sous-titre de Ngongo, nous disait donc que c'est ces gens-là qui avaient tellement une grande maîtrise à travers Fayad et Edis. On a applaudi. On a dit, bon, on va voir ce qu'on va voir. On a dit que ça s'inscrit dans le partenariat privé, public. Ils ont signé les accords. Tous les accords, à peu près comme les accords du stade Olembe où on avait signé avec Pichini, on s'est retrouvé finalement. Bon, c'est toujours Ngongo qui avait décidé avec la task force. Mais le 2 février 2024, il y a un courrier qui sort de la présidence de la République. C'est toujours sur instruction, sur haute instruction du chef de l'État. On voit maintenant que Fayad et Edis, leur contrat pour les 14 péages est résilié et on adresse ce courrier à Philippe Serin ou Sarin, quelque chose comme ça, ou Sarin, qui est le directeur de Tolcam. C'est Ngongo qui donne instruction au ministre des Travaux publics. Et le ministre des Travaux publics s'exécute. Oui, c'est bien. Mais sauf que vous avez signé des contrats. C'est Paul Biya que vous avez présenté devant. C'est le même Paul Biya qui revient, qui vous dit que non, ce n'est plus bon. On reste. On dit, bon, on peut peut-être voir que Paul Biya réfléchit d'une autre façon. Mais lorsqu'on voit ce qui est arrivé, aussi avec une entreprise comme Camtel, rappelez-vous le 7 décembre 2023, c'est un courrier que Ngongo adresse
au bouffeur, au jongleur de la ligne 94, c'est-à-dire lui, Paul Moutazé. Il lui dit de surseoir la privatisation de Camtel à la demande du chef de l'État, le président Paul Biya. Or, nous nous souvenons que le même Paul Biya, depuis pratiquement 1999, nous a dit que Camtel devrait être privatisé parce que c'est une société endettée, parce que ceci et cela. Et Paul Biya a commis un audit. Senghor qui avait dit que c'est Paul Biya qui a commis l'audit pour voir comment on va Camtel et tout et tout et tout. Alors, et on a désigné lui Paul Moutazé que c'est lui qui devait reconduire à ce que Camtel soit viable et puis peut-être revendu ou quoi, en holding et tout et tout. Ils ont trouvé toutes sortes de formules. Mais on sait que derrière, il y avait la France. Même s'il y avait déjà Orange qui était là, mais il y avait la France. Mais quand on nous avait présenté le projet, on avait dit que Camtel a 4000 employés qui ne peuvent plus être supportés. On nous avait dit que Camtel avait 170 directeurs, que l'État était complètement asphyxié. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je crois que il nous avait dit que Camtel avait combien là? Comme des 648 milliards. 648 milliards de dettes. Et que la restructuration allait coûter entre 660 et 670 milliards. Voilà pourquoi Paul Biya a chargé, lui Paul Moutazé, avec d'autres ministres, que cherchez comment vous allez vous débarrasser de Camtel. Parce que nous ne pouvons plus rien, c'est essoufflé. Et tout et tout. Mais comment se fait-il que le même Paul Biya, il me donne instruction à lui Paul Moutazé que non, ne touche pas là-bas. Donc, vous allez donc constater que, première chose, on a délogé, on vient de déloger une entreprise française. On vient encore de déloger une autre. Je ne suis pas défenseur de la France, mais j'y arrive. C'est cette méthode. C'est quoi? En réalité, c'est aussi pour fragiliser Paul Biya. Parce que n'oubliez pas que l'élection de Paul Biya, les élections truquées de Paul Biya, viennent souvent avec l'appui de certains barons de la France, dont Bolloré. Paul Biya a pris le port. Il avait confié à Bolloré. Mais Ngongo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pire ennemi de Bolloré, son ami qui gérait déjà les grands projets au premier ministère. Ça, c'était au temps d'Ayan Luc. Vous comprenez pourquoi maintenant Ayan Luc va vous dire que c'est lui qui va représenter l'Afrique à l'ONU. Tout ça là, c'est le réseau Ngongo et Chantal Biya. Et il a donc mis ce monsieur devant, parce que ce monsieur, qui est son ami, Cyrus Ngom, eh bien, il avait déjà commencé à s'attaquer à certains intérêts, tout en les réorientant. Si ça profite au Cameroun, c'est bien. Donc d'abord, au premier ministère, comme je le disais donc, c'est lui qui s'occupait des grands projets. On a vu ce qui a été fait là où il bagarrait avec lui Paul Moutazé au niveau du port de Kébi, où on a d'ailleurs délogé certaines entreprises dont je ne voudrais pas faire la publicité. Mais au niveau du port autonome de Douala, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ngongo a envoyé toujours Cyrus Ngom. Cyrus Ngom arrive là-bas. Le port est stratégique. Tout peut entrer là-bas, y compris les armes. C'est bien qu'un Camerounais puisse être là.
Mais s'il est d'un camp, ça devient très dangereux. La première des choses, quand il est arrivé là-bas, bien évidemment, c'était d'expulser Bolloré. Puisque le mouvement panafricaniste voudrait quand même qu'on dise que oui, il faut vraiment. Donc, il expulse Bolloré. Et puis, je crois qu'il va créer un truc, comment est-ce qu'il a appelé ça? Bon. Après cela, et c'est là où on commence à ouvrir les yeux, c'est-à-dire que quand il finit de créer la régie à conteneurs de Douala-Bonaberi, alors, Ngongo va encore pousser un peu plus loin avec Cyrus Ngom. Parce que Bolloré, derrière Bolloré, c'est les gars de la ligne 94. Otazé, les hommes des hommes et surtout, c'est aussi Laurent Esso. D'ailleurs, il y aura une bagarre avec ce qu'on appelle les résidus de l'office de l'ONCPP. Il y aura une bataille judiciaire incroyable. On a déjà expulsé Bolloré. On nous dit, on va maintenant créer quelque chose qui devient un peu dangereux. Ils ont appelé ça port sec de Douala, une société. 53 milliards. Mais derrière ça, c'est un Israélien. Cet Israélien est installé où? Au Panama. Entre-temps, Ngongo a déjà entre ses mains le meilleur ami, le meilleur ou le plus grand patron du BIR, Eran Moïse. Voilà que la société qui doit aussi contrôler le port se retrouve entre les mains du même réseau. Voilà que tous les points sensibles, c'est Ngongo. Et le point où Paul Biya s'accrochait, il a déjà tout enlevé. Il a donc créé un nouveau réseau. Paul Biya, lui, il veut se battre, il dit qu'il faut aller peut-être en Russie, il faut peut-être encore demander quelque chose à la France et tout. Parce que n'oublions pas que lorsque vous essayez de regarder, la France vient juste en deuxième position après la Chine comme partenaire commercial parce que aujourd'hui, les échanges commerciaux avec la France s'élèvent quand même à 9,1% de part de marché. Donc, la France reste le deuxième meilleur partenaire. Mais entre-temps, les partenaires que Ngongo est en train de chercher, les partenaires que Ngongo est en train de fabriquer, les sociétés qu'il est en train de monter et lui, il est en train de mettre chacun de ces pions-là. Vous êtes en train de vous battre dans l'opposition là. On dit que oh, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Il sait que Paul Biya est fini. Regardez comment la réunion des chefs d'État de la CEMAC se passe. Dans tous les pays, c'est le chef du gouvernement qui remplace le président de la République. C'est le chef du gouvernement. Mais Ngongo est assis devant les autres présidents. Vous regardez ça. Vous ne comprenez pas que le gars a déjà tout cadenassé et chaque jour, il cadenasse. C'est ça qui est inquiétant dans ce qui va arriver. Parce que bien évidemment, comme je le dis, il y a plusieurs intérêts. Et bien sûr, d'autres ne vont pas accepter qu'un Ngongo seul gère le golfe de Guinée, qu'il fasse main basse sur le Cameroun. Paul Biya sera lâché. Ça, c'est une certitude. À l'allure où les choses vont. Et c'est Ngongo qui va profiter de tout ça là. On est en train de parler d'une élection présidentielle, de ceci, de cela. Vous croyez que c'est Niat qui peut succéder à Paul Biya en cas d'empêchement? Vous croyez que
c'est Cavalier Yege Djibril qui parle déjà de tribalisme là, qui ne sait même pas là où il se trouve et qui peut même lui-même partir avant Paul. Il ne sait même pas. Je ne sais même plus s'il se souvient de son nom. Il ne se souvient même plus de tous ses enfants. Il est là comme ça. Alors il y a un élément qu'il faut regarder qui s'appelle Ngongo. Nous n'allons pas faire semblant de ne pas voir, de ne pas attirer l'attention. L'alerte de l'opposition a demandé justement des explications, même à l'Assemblée, que qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que les entreprises stratégiques et toutes les décisions qui avaient été prises à l'époque par Paul Biya, que tout cela change aujourd'hui. Le projet de fer d'Mbala, qui avait géré ça, vous constatez que c'était Cyrus Ngo, qui était en conflit avec Ndodo Ndoki, le ministre des Mines. C'est donc un clan qui devient de plus en plus puissant, puisque Dodo Ndoke est parti, est mort, a été assassiné. Aujourd'hui, le clan de Ngongo peut se targuer d'avoir les manettes. Nous n'allons pas continuer à faire comme si c'est Paul Biya qui était là. Il faut déjà qu'on sache que ce n'est plus Paul Biya qui est là. Même s'il se représente, c'est parce que Chantal Biya et Ngongo sont là. Ce n'est plus Paul Biya qui veut se présenter, c'est Chantal Biya qui devient chef d'État avec Ngongo. Parce que Ngongo est son bras droit ou son bras gauche. C'est Ngongo qui agit pour le clan. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver donc dans une position où les gens vont vous dire que oh, c'est le panafricanisme. Ce n'est pas le panafricanisme. C'est plutôt dangereux ce qu'il est en train de faire par rapport à la sécurité, par rapport aux anciens partenaires, par rapport à sa vision politique, où c'est aujourd'hui lui qui peut écrire tous les jours que sur haute instruction du chef de l'État, et après les gens vont rester là. Entre-temps, celui-là qu'on disait Franck Biya, lui aussi, n'existe même plus. Puisqu'il s'est rendu compte qu'il a été piégé, ou bien il pourra revenir, ou il ne pourra pas revenir. Lui-même, il a tout simplement dit qu'il apporte maintenant le soutien à Paul Biya, à son père. L'élection de 2025 risque donc de vous surprendre parce que certainement, vous allez vous retrouver devant un pion, devant le clan du tout-puissant Ferdinand Ngongo, qui avance en cachette sous couvert de Paul Biya, caché derrière Chantal Biya, qui aujourd'hui a un bras très très long.